Magnifique image. Bonjour la communauté de Star Wars en direct. C'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Oh, ce mash-up, il est parfait. Celui-là, c'est un incontournable. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Tu vas avoir la classe avec ça. Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Bonjour, bonsoir, bon matin, bienvenue à tous à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée à l'album de Panini qui est sorti. Là, c'est préenregistré, on n'a pas la moindre idée quand est-ce que ça va être publié, donc je ne peux pas vous dire c'est sorti depuis quand, mais voilà l'album Dark Vador, Black, White and Red, hein, parce qu'autant en France qu'en Italie, on ne traduit pas les sous-titres. Bref, c'était mon petit éditorial contre Aurélien. On salue Aurélien. Et c'était exactement la même chose dans la version originale anglaise en TPB et Marvel, qui était sorti il y a un petit peu plus de temps. Je crois qu'il était sorti en janvier, hein, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. On reste dans le raisonnable quand même. 4-5 mois là, de délai, je trouve qu'on est dans le très raisonnable du côté de chez Panini. Donc, vous aurez peut-être reconnu soit la voix, soit l'accent, soit l'intonation ou l'humeur. Bref, ici Francis en direct de Québec. Et comme à notre habitude, ces temps-ci pour les comics, je rejoins Jean à l'autre bout du continent. Ça va bien, Jean? Salut Francis, salut à tous, ça va super bien. Un peu fatigué, je t'avoue, là. Beaucoup de travail en ce moment. Mais très content de te retrouver. Ça faisait longtemps, là, depuis notre dernier roman, là. Ça faisait longtemps, les comics. Oui, exact. L'émission qu'on avait faite avec Philippe, Philippe Lestat, là, sur notre Discord. Donc, on le salue. Une émission très, très plaisante à faire. Donc, écoute, si on y allait avec... avant d'aller plus loin, on va saluer notre fidèle partenaire littérature, donc Star Wars Littérature Québec. Si ce n'est déjà fait, on vous invite à rejoindre le groupe Facebook et venir discuter de littérature Star Wars, que ce soit romans, comics, manga, mais aussi, des fois, on n'a pas vraiment d'endroit où c'est rare que les gens discutent des fameux beaux livres, hein, ou les guides, les encyclopédies, des choses comme ça. Ben voilà, sur Star Wars Littérature Québec, c'est la place idéale pour parler de ça. Il y a même souvent des petites chroniques, je trouve ça le fun ces temps-ci. Il y a des chroniques voyage, si on peut dire, là, donc planète, une planète avec tout l'historique et tout ça. Là. Je trouve ça super sympathique. Ah, très cool. Donc, on vous invite à rejoindre le groupe, à venir discuter avec nous. Un petit WhatsApp rapide, Jean? Ah oui, j'avais oublié. Oh là là, mais le WhatsApp, t'imagines même pas la liste que j'ai. Ouais, ben là, il faut choisir. Moi aussi, c'est ça, là, il y a plein de petites affaires. Alors, allez, vite fait. Ben voilà, on a recommencé la postlogie, enfin, avec ma fille. Donc, ma fille commence la postlogie. Elle est en train de regarder l'épisode 7 avec moi. Et je dois dire qu'elle apprécie beaucoup l'épisode 7. Et moi aussi, à la revoyure, je trouve que c'est un super film, franchement. Je kiffe vraiment l'épisode 7. Et je crois qu'on va se faire le 8 et le 9 d'affilée, quoi. Donc, on verra bien la réaction du nouveau public, quoi. Mais là, elle apprécie, quoi. Il y a du rythme, c'est punchy, elle aime bien les personnages, elle reconnaît Kylo Ren, évidemment. Du rythme, ça, c'est sûr que c'est pas ça qui manque. Hein. Voilà, oui, c'est un peu ça, quoi. Mais bon, voilà. Et du coup, ça, c'est pour préparer aussi ma fille pour l'épisode 1 qui ressort au cinéma pour le 25e anniversaire, donc à partir de mai. Et sur Vancouver, nous, on a un seul cinéma au centre-ville de Vancouver qui diffusera le film. Et donc, j'ai pris mes tickets pour y aller avec elle, avec ma petite. Donc, ça sera son premier Star Wars au cinéma pour mardi 7 mai, la semaine prochaine. Donc, j'ai hâte. Elle aussi, elle a hâte, même si j'ai aucune idée comment elle va le prendre. Quoi. Je sais que ma femme n'a pas voulu nous accompagner parce que l'épisode 1, justement, a signé le divorce entre elle et Star Wars, vu qu'elle n'a pas du tout aimé. Là, c'était en 99, là, ça fait longtemps. Là. En fait, on était pas vieux là, dans ce temps-là. Ouais, non, mais elle a découvert le Star Wars grâce à moi, donc je lui ai fait découvrir la trilogie originale qu'elle a beaucoup aimée, ma femme. Okay. Et après, on a enchaîné sur la prélogie, et là, l'épisode 1, ça a perdu 2 direct. J'aimerais bien qu'elle retente, mais elle veut pas du tout, donc bon.
sera. Mais je suis sûr que ma fille elle va kiffer l'épisode. Il y a quelque chose. Je pense qu'il y a pas mal de rythme aussi. Manipule ta femme via ta fille. Voilà, c'est ça. Voilà, donc j'ai hâte d'y aller la semaine prochaine avec elle pour l'épisode 1. Et moi, pareil, c'est un film que j'avais vu à l'époque avec mon père et mon frère, ado, même enfin, j'étais tout petit, quoi, pré-ado. C'était un de mes premiers films Star Wars au cinéma aussi, donc ça va être. Comme nous tous, hein, tout le monde qui retourneront au cinéma pour l'épisode 1, c'est un petit peu l'anniversaire de tous les fans. Ouais, ben moi, je suis dans l'entre-deux. Hein. Je suis pas dans la première génération comme par exemple le Leader Supreme, mais je suis de ceux qui avaient été voir les 3 ressortis de 1997 dans les éditions spéciales. Là, donc, j'étais adolescent ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai vu les 3, la trilogie originale au cinéma, mais évidemment, c'est des versions retouchées là, par Lucas en 97 en prévision de la prélogie. Mais c'est ça. Fait que moi, déjà en 99, j'avais eu la même déception que les plus vieux. Là, parce que moi, j'étais très à fond dans la trilogie originale. Et là, Jar Jar et compagnie. Là. Parce que justement, je pensais qu'avec les retouches de Lucas. J'ai appris à l'aimer quand même, là, avec le temps. Là, il y a un côté, il y a plein de qualités. C'est un film qui a plein de qualités. C'est juste que c'était un choc quand même sur le moment. Ouais. On en reparlera tout le long de Exact. D'ailleurs, on a une mini-actualité que je vais mentionner tout à l'heure après l'hyperespace, encore une fois sur l'épisode 1. Bref, côté WhatsApp, pour moi, écoutez, vous voyez, ceux qui nous écoutent à l'écran, vous voyez, j'ai reçu une commande de t-shirt, camisole, en tout cas plusieurs articles à l'effigie du Scarif Festival. Et je dois dire chapeau à Danny pour le logo. Et les designs, ça, les types les couleurs, tout ça, t-shirt, tout ça, c'est super. Entre autres, les camisoles pour les femmes. Au lieu d'être en imprimé, c'est en, comment ils appellent ça, là, sérigraphie, ou tu sais, c'est un peu comme si c'était vraiment, là, c'est pas une couche de plastique par-dessus le t-shirt, là, c'est vraiment au travers du tissu. Il y a un petit côté vieillot, ça fait vraiment comme une vieille camisole vintage. Fait que bref, je vous invite à aller voir ça. C'est vraiment super avec ce thème-là là, qui fait très été. J'ai, par exemple, avec un bon petit cocktail dans un verre. Là. Ça passe. Voilà, sinon, très rapidement, moi, je suis dans le... J'ai même pas fini Bad Batch. Donc, je suis un peu en retard. J'ai pas fini la lecture de Living Force, donc le prochain roman qu'on va chroniquer. Fait que c'est ça, je suis en rattrapage. Mais en comics, je suis trop à jour. Tellement à jour que j'ai enfin lu ce que tu me parles depuis longtemps, l'adaptation de la série Obi-Wan par mon cher adoré Salvador Larroca au dessin. Et je dois dire que je ne m'ennuyais pas. C'est vraiment là, c'est quelqu'un qui fait du décalque. Donc, il vraiment là, va faire des captures d'écran puis va décalquer les visages. Mais par contre, chapeau, encore une fois, c'est vraiment, là, ça m'a fait vraiment un gros flashback sur l'époque où il faisait les Star Wars. Parce que côté vaisseau, bâtiment, tout ça, les armes, tout ça, c'est magnifique. Vraiment, là, c'est quelqu'un ultra talentueux. Mais pour les visages, là, c'est insupportable. C'est vraiment le bon. Fait que, écoute, c'est ça. Fait que j'étais tellement en manque de comics que je me suis tapé du Salvador Larroca. Donc, voilà, on en reparlera sûrement en ondes de ce tome-là, oui. Ouais, c'est ça, exact. Écoute, on fera pas émission récente de toute catégorie, parce que là, c'est ça, en mai, avec la Génération Star Wars, donc à QC, et toutes sortes d'autres événements. On a une entrevue avec une créatrice. En tout cas, bref, on va juste rappeler peut-être au niveau littérature, vu qu'on est dans un Star Wars en direct littérature, qu'est-ce qu'il y avait pour les auditeurs récemment, Jean? Récemment, en comics, on avait chroniqué le tome 7 de la série Dark Vador. Ça, c'était le dernier comics en lice. Et puis en roman, tu l'as mentionné, on avait chroniqué en compagnie de notre ami Philippe Lestat du Discord, le roman Defy the Storm. Donc le dernier roman en date, l'avant-dernier maintenant, vu qui est sorti entre-temps, mais le dernier roman La Haute République, en tout cas, le roman Young Adult, Defy the Storm, en charmante compagnie. Donc c'est très très cool. Exact. Fait qu'on vous invite à écouter ça si c'est pas déjà fait. Donc, écoute, on passe en hyperespace, on se retrouve de l'autre côté. Allez, on est parti. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by.
De retour de l'hyperespace. Donc, comme je disais tout à l'heure, une mini-actualité là, au retour de l'hyperespace, une actualité comics. Écoute, je me suis aperçu, là, je comprends que ça avait peut-être été annoncé, puis j'avais pas compris, mais il sort non pour le 25e anniversaire de l'épisode 1 là, de La Menace Fantôme. Il sort non pas une adaptation du film, mais une mini-série comics anniversaire, on va dire, qui va débuter. Et c'est vraiment des histoires inédites. Donc, écoute, j'imagine que toi, Jean, tu étais déjà au courant, mais c'est ça. Moi, c'est un peu la surprise. Je pensais que c'était une adaptation du film, mais ça va vraiment être des moments entre des scènes ou des choses comme ça, là, des choses qu'on n'avait pas dans le film. Fait que ça s'appelle juste La Menace Fantôme, c'est ça en plus, c'est qu'il n'y a pas de sous-titres, il n'y a rien, il y a rien qui nous indique que c'est autre chose, mais... Est-ce que tu parles du numéro, parce que moi j'ai dans la liste des sorties, là, il y a un Phantom Menace 25th Anniversary Special, qui est un one-shot. Ouais, c'est ça. Ouais, excuse-moi, effectivement, c'est pas une mini-série, c'est un one-shot. Un gros, genre de gros one-shot qu'ils font de temps en temps. Par contre, j'ignorais que c'était, je ne savais pas du tout ce que c'était, j'ai juste le titre et la date de sortie, donc le 1er mai, mais je ne savais pas du tout que c'était des histoires prises entre les... Ça, c'est intéressant. Ben, c'est ça, je me suis aperçu de ça là, hier, je crois, ou aujourd'hui même. Fait que, bref, c'est ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sais qu'il y en a une, ça va être Anakin, en tout cas, à des moments, des entre-deux. En tout cas, juste avoir les titres, je pense qu'il y a comme 6 petites histoires. Il y en a un que j'ai l'impression qu'on va être avec Shmi. C'est pas les souffrances d'une mère ou quelque chose comme ça, là, les regrets, les remords d'une mère. Puis c'est ça, bref, 6 petites histoires qui piquent ma curiosité. Mais il faut avouer qu'en termes de couverture et de titre, il n'y a rien qui nous dit... Moi, j'étais certain que c'était une adaptation du film. Fait que, bref, ils l'ont déjà fait, l'adaptation comics, donc ouais, ça aurait été surprenant. Ouais, ben c'est ça, c'était avant le canon, là, donc effectivement, ça remonte. T'as vu un petit peu les actus comics là, on en a plein d'annonces là, de séries. J'ai vu qu'il y avait Ahsoka qui a une série comics en juillet. Il y a les Inquisiteurs qui auront une mini-série comics en juillet aussi. Ça c'est une nouveauté intéressante. Ouais, il y en a plein. Il y a plein de comics. La Haute République, les Aventures aussi, qui ont des one-shots et des mini-séries en août. Enfin, il y a plein de nouvelles séries comics qui ont été annoncées. Il y a aussi le Free Comic Book Day là, le 4 mai, le May the 4th, où on aura 2 comics Jedi, 2 comics Star Wars, pardon, donnés gratuitement dans les comic books ici, les comic shops ici. Donc, pas mal de nouveautés. On pourrait dire un adulte, un jeunesse, si on peut dire. Là, dans le sens qu'il y en a un des deux, celui que je dis jeunesse, c'est carrément sur la série télé des jeunes chevaliers Jedi là, sur Disney+. Ça, c'est très cool. Qui se passe pendant la Haute République. Là. Donc, ça va être intéressant d'avoir ces personnages-là dans un autre... puis je crois que c'est de l'inédit. C'est pas... on s'entend, c'est un petit one-shot, là, mais bon. C'est quand même bien d'avoir eu cette idée-là. Là. Ça va varier un peu. Parce que dans les dernières années, c'était toujours les personnages des séries régulières de la Haute République. Là, donc, puis l'autre, pour plus adulte, je crois, c'est Anakin et Vador. Hein. Fait qu'on est encore une fois dans du Vador. Mais bon. C'est un crossover Star Wars Vador, je crois, les 2 séries Star Wars Vador. Ah, OK. Je crois. Excellent. Fait que c'est bien parfait. Écoute, je ne l'ai pas encore expliqué, hein, mais c'est ça. Aujourd'hui, on chronique Darth Vader Black, White and Red, qui est une espèce d'anthologie de 4 numéros seulement, qui en plus, dans les 4 numéros, c'est divisé en 3 petites histoires dans chacun. Donc, on pourrait croire que ça nous fait 12 histoires, mais non, la première des 4 histoires, des 3 histoires dans chacun des 4 numéros, c'est la suite du précédent. Fait qu'autrement dit, on a juste 9 histoires. Fait que c'est comme ça qu'on va vous chroniquer ça aujourd'hui, là, un petit résumé de notre avis général pour chacune des 9 histoires, mais c'est ça, comprenez que la première, elle s'étale sur les 4 numéros de comics, là, elle est divisée en 4. Ouais, c'est ça, on va y aller avec un petit résumé, un avis. On ne donnera pas de note à chaque fois, là, parce que ça commencerait à être un peu lourd pour rien. Mais si je te demandais, en termes de l'album complet, Jean, petit avis très rapide en une phrase? Une seule phrase. Moi, ça sera 2 phrases, mais... Okay, c'est correct. Je dois avouer que j'ai... négociateur, Jean. Ouais, en fait, je dis 2 phrases, mais en fait, il y a un peu plus que 2, mais... En tout cas, moi, c'est un concept que j'aime beaucoup, qu'on voit, qu'on a vu. Alors récemment, ça a été relancé par. Alors, je sais pas si tu lis d'autres trucs que Star Wars en comics, mais DC et Marvel, on exploite en ce moment énormément. Ouais, c'est un peu comme un label.
Ouais, de Black, White et Red. Donc, en fait, ça, c'est un truc qui est déjà sorti, déjà, le Black and White seulement. C'est des trucs vieux comme le monde. Et moi, je me rappelle avoir lu les Batman, les The Dark Knight ou les Year One en mode de Black and White. Donc, c'est des ressorties de comics ultra connus, mais en mode noir et blanc, sans couleur et tout. Et je trouve ça vachement intéressant parce que ça permet justement de voir un petit peu les effets de contraste et tout. Et c'est vraiment une relecture du bouquin qu'on a beau connaître. Moi, j'aime beaucoup. Là, c'est un peu différent vu que c'est des histoires inédites vraiment faites pour ça. Et donc, c'était DC avec Harley Quinn, Black, White and Red qui était sorti, qui était génial. Franchement, je sais plus qui c'est qu'ils avaient écrit. Mais en tout cas, c'était super. Pareil pour, il y avait quoi? Il y avait Marvel, il y avait Wolverine, évidemment. Logan, ça se peut-tu? Voilà, il y avait Wolverine qui était très cool. Deadpool Carnage aussi, mais je suis pas fan des persos, donc j'ai pas lu ça. Et même en film, je sais pas si tu l'avais vu, il y avait Mad Max 4 Fury Road qui était ressorti en black and white and chrome. Ah ouais, ok. Et qui redonne aussi une touche au film. Moi, j'adore ce concept. À la Sin City un petit peu là, tu vois, c'est plus Sin City noir blanc. Très graphique. C'est très graphique. Ouais. Voilà, c'est extrêmement graphique. Et là, en plus contrairement aux autres tomes où il y avait vraiment des histoires au long cours, là, c'est vraiment des one shot à la Vision. Et j'adore le concept de Vision. Ouais. Qui donne on parle de la série animée là, sur entre autres Disney. Voilà, avec une saison 1 très japonisante, Japanese Animation, et la saison 2 qui est plus animation globale, et les comics et les mangas aussi qui reprennent un petit peu ce truc. Tu donnes Star Wars à des créateurs pour des histoires qui sont un petit peu what the fuck, tu vois, un petit peu crazy, tout ça, mais qui ont toujours une patte. Et moi, j'adore ça. Et donc, j'avoue que j'ai été happé par ce concept-là pour Dark Vador. Donc, j'ai beaucoup aimé la lecture de ce tome, j'avoue. Pas à 100%, mais comme toutes les compilations de mini-histoires, tu as des histoires que t'accroches plus que d'autres, évidemment. Niveau dessin, on le verra, c'est extrêmement différent. Ça va dans tous les sens. Mais justement, c'est cette diversité, moi, que j'apprécie énormément. Donc, évidemment, oui, il y a des dessins que j'ai moins appréciés, mais je comprends un petit peu déjà qui a dessiné. Tu vois, ils ont fait appel à des auteurs de fous. On verra les différents noms. Il y a des il y a même ton favori là, dedans. Là. Donc, voilà, c'est sûr que tu allais donner des points dans ta note juste pour lui. Voilà. Donc, voilà. Bon, en gros, pour résumer, j'aime beaucoup ce concept. J'ai adoré ce concept appliqué à Dark Vador. Je suis très content qu'ils reprennent ce concept pour Dark Maul, qui a commencé en VO la semaine dernière, d'ailleurs. Je crois que le premier numéro est sorti la semaine dernière. Par contre, là, qui reprendra le concept plus d'histoire continue. Là, c'est pas des mini-histoires pour Dark Maul, contrairement à Dark Vador, c'est vraiment une histoire continue. Mais moi, j'ai adoré. Donc, je sais pas toi ce que tu en as pensé. Excellent. Écoute, c'était une très longue phrase, Jean, que tu viens de nous livrer là. Désolé. Écoute, mais c'était correct en fait parce que tu as bien fait parce que je n'avais pas expliqué le concept du Black, White and Red. Là. Effectivement, c'est ça, c'est pas spécifique à Star Wars. Donc, évidemment, là, vous aurez compris qu'il n'y a pas de couleur autre que le rouge dans les planches. Vous allez voir tout à l'heure, on va vous montrer à l'écran plusieurs des planches. Écoute, moi, ça m'a fait penser, tu as mentionné Vision, la série télé là, animée. Moi, ça m'a fait penser en termes de comics à Vador, Sombre Vision, qui était sorti il y a quoi maintenant, peut-être 2-3 ans déjà, mais qui était aussi un peu le même type de concept. Là. Comme tu dis, on donne aux créateurs, puis là, ils nous parlent un peu des visions un peu alternatives. Par contre, contrairement à Vision, les séries animées, que c'est pas du canon, c'est purement là, peu importe, comme on appellerait ça. Là, dans les comics, ça reste théoriquement du canon. Mais bon, vous allez voir, dans certaines des histoires aujourd'hui, disons qu'on est dans du rêve un peu, des choses comme ça. Là, bon. Fait qu'écoute, moi, j'ai bien aimé. Peut-être plus à la deuxième lecture où est-ce que je savais plus à quoi m'attendre et j'ai peut-être fait plus attention à l'art graphique parce que vraiment, on se le cachera pas, c'est une œuvre graphique. Ce n'est pas quelque chose, c'est pas une encyclopédie, c'est pas quelque chose qu'on lit pour le contenu en termes d'histoire, de scénario, tout ça. Fait que je pense que les gens qui vont être déçus, qui donnent des mauvaises notes, c'est beaucoup, j'ai l'impression, à cause de ça. Écoute, ça se peut qu'il ait détesté les multitudes de... Parce que dans le fond, c'est ça aussi, contrairement à d'autres émissions, j'ai pas nommé tous les artistes, là, parce que vous comprendrez qu'il y en a vraiment une panoplie. Là. On va quand même les voir défiler là, au bas de l'écran. Mais c'est ça, pour chaque histoire, c'est un auteur différent, un dessinateur différent, coloriste des fois différent aussi, etc. Même chose pour les couvertures, c'est 4 dessinateurs différents pour les 4 couvertures là, originales, sans parler des variantes. Fait que, bref, c'est ça, on est dans de la pure anthologie.
Et dans de la pure œuvre graphique, moi, je comparerais ça à aller voir une exposition dans un musée ou quelque chose comme ça. Oui. C'est vraiment pas quelque chose que vous lisez là, pour enrichir le contenu du canon Star Wars. C'est pas ça le but du tout. Là. Fait que voilà, écoute, c'était une phrase presque aussi longue que la tienne, mais je pense que j'ai quand même été très légèrement plus court. Fait qu'écoute, à ce moment-là, si je te demandais de te lancer, Jean, avec la première histoire de Jason Aaron, hein, si je me souviens bien. C'est ça. Donc Jason Aaron, c'est un peu celui qui a relancé le Star Wars en comics avec la série de 2015, on se rappelle. Oui. Voilà. Et en plus de tout ce qu'il a fait à côté d'ici Marvel, enfin, c'est un gros nom, Jason Aaron. Hein. Et c'est lui qui aura la chance d'avoir une mini-histoire. Enfin, en fait, c'est la suite. Enfin, en fait, c'est 4, voilà. Dans 4 numéros, tu as une petite partie de son histoire, donc il fait une grande histoire en 4 parties, en gros. Il y a 4 tiers. Voilà, 4 tiers. 4 quarts, du coup, pour faire une histoire entière. Alors, il y a 3 histoires par numéro. Donc, oui, c'est vrai, ouais. Donc, ça lui fait 4 tiers. Donc, un numéro et un tiers. C'est peu importe. C'est le seul que c'est pas des one-shots, son histoire continue numéro par numéro. Là. Donc, bon, je sais pas si c'est très clair. Et au dessin, c'est Leonard Kirk. Alors, c'est rigolo parce que, bon, Leonard Kirk, il est très connu chez DC Marvel, mais il a aussi fait du Star Trek, et comme il s'appelle Kirk, je trouve ça rigolo, quoi. C'est tout. Ouais. Voilà. Donc, le résumé de l'histoire, ça va être relativement simple pour chacune des petites histoires. Hein. Donc là, Vador va être confronté à un groupe de rebelles dont le leader, qui s'appelle Sin, arrive à neutraliser l'armure de Vador. On apprend donc dans le second numéro que ce fameux Sin est en fait le fils d'un cyberchirurgien qui a aidé à créer l'armure de Dark Vador. Donc il a étudié les blueprints, tout ça, et il a trouvé une faiblesse dans l'armure de Dark Vador. Mais Vador, évidemment, même dans l'incapacité de se mouvoir, hein, il va faire un carnage rien qu'en utilisant la force. Le groupe de Sin va essayer d'exploser le labo à coups de turbo-laser de vaisseau, mais rien ne va faire flancher Vador, qui, lui, va prendre le contrôle du vaisseau carrément avec la force et le faire se cracher. D'ailleurs, Sin a comme des électro-tattoos, comme Afra un petit peu, qui permet justement de garder Vador immobile, jusqu'à ce que son bras droit va se faire exploser, donc complètement péter, donc ça va libérer Vador, et là, voilà, Vador va finir les potes de Sin, puis le confronter en tête-à-tête un petit peu, et Vador va au final faire subir à Sin exactement ce que lui va faire Sin, quoi. Il va le paralyser, mais rester sensible à la douleur, comme pendant qu'il va se faire dévorer par des espèces de monstres insectoïdes. Là. Donc ça finit sur une note très trash, tu vois. Je dirais plus crustacé, genre. Crustacé, ça va paraître des crabes, mais bon. Ouais, non, c'est vrai, un petit peu cloporte, et le cloporte est crustacé, donc effectivement, plus crustacé. Voilà. Écoute, qu'est-ce que tu as pensé de ce numéro-là, qui est un peu le fil conducteur des 4 issues? Voilà. Donc moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire, donc en 4 parties, on l'a dit. Déjà, le dessin fait très vintage. Donc moi, j'aime bien ce côté un petit peu vieillot vintage. Et le coup du noir et blanc, ce qui est cool avec le noir et blanc, on le verra dans beaucoup d'histoires, c'est que ça permet d'exprimer la violence de Vador telle qu'on peut y aller à fond, quoi. Et là, il y va à fond, et il va jusqu'à trancher des membres. Là, un coup, il manipule une espèce de tronçonneuse qui est... les gens veulent utiliser tronçonneuse sur lui, mais lui, il va s'en prendre le contrôle et va découper des gens avec. Alors, tu vois des têtes, des jambes, des bras voler, mais ça reste lisible. Tu vois, c'est pas gore, rien du tout. Tu vois. Alors, il y a du rouge, effectivement. Pendant les scènes de baston, d'ailleurs, ça commence en noir et blanc, et puis dès que la bataille s'engage, c'est parti sur des planches de rouge relativement belles. Donc j'ai beaucoup aimé le côté graphique, même si je comprendrais que ça puisse rebuter, vu que ça fait un petit peu vieillot, quoi, je dirais. Dans le fond, que ce soit en noir, blanc et rouge ou que ce soit en couleur, ce ne sera pas mon dessinateur préféré. Kirk, comme tu dis, on l'a déjà eu dans d'autres séries, là, je ne pourrais plus dire exactement lesquelles. Mais ça reste très joli de regarder au niveau de l'armure de Vador, du casque, des choses comme ça. C'est peut-être plus au niveau des visages, mais encore là, évidemment, on est dans du noir et blanc, puis on est dans un style graphique là, qui ne met pas une tonne de détails non plus. Mais oui, l'effet noir et blanc. Pour donner une idée, il y avait eu ça aussi. Panini avait ressorti en version plus grand, vraiment un gros album, là, plus format... je pense qu'en France, vous appelez ça franco-belge, le format un peu Tintin, Astérix, tout ça. Ouais. Il avait ressorti l'album, c'était la première mini-série Han Solo, le vol du dragon, quelque chose comme ça. Le vol du faucon? Le vol du faucon, je sais. Non, pas le vol du faucon, c'était autre chose. Okay. C'était, la course du vide du dragon, c'est ça.
Bref, qui était la première série Han Solo, ça s'appelait juste Han Solo là, en 2015, là, au lancement du canon. Et c'était vraiment un chef-d'œuvre au niveau graphique. George Lucas avait même payé pour racheter les planches à l'artiste. C'est vrai. Puis dans le fond, c'est ça, Panini l'avait ressorti en noir et blanc. Fait qu'effectivement, là, tu peux apprécier, comme tu dis, les contrastes, tout ça. Là, j'adore là, souvent les coloristes, tout ça, mais effectivement, en noir et blanc, ça donne un effet quand même assez spectaculaire. Ouais. Comme tu as dit, ça sera pas, dans les 9 petites histoires, ça sera pas la plus violente non plus. C'est drôle à dire, là. Il y a des têtes qui revolent, tout ça, mais il y en a une ou deux là, qui sont encore beaucoup plus violentes que ça. Fait que c'est vraiment pas un album pour les tout petits. Là. Ah non, oui, ouais, c'est pas tout public, violent. effectivement. C'est très violent. Est-ce que toi, tu as pensé, t'as pensé un petit peu à Afra, alors non seulement avec les électro-tattoos, bon, ça c'est évident, mais comment Sin arrive à désactiver l'armure de Vador, moi ça m'a fait penser à Afra. Alors je sais plus exactement si elle fait la même chose, mais elle aussi avait trouvé une faiblesse. Voilà, c'est typiquement le genre de choses dont se plaint Loïc, par exemple, là, qui fait des émissions avec nous de temps à autre, sur le fait que Vador se laisse avoir là, ou est trop facilement capturé ou des choses comme ça. Mais en même temps, on le voit ici, ça va durer quelques minutes là, à peine. Il va tout de suite se libérer lui-même. Puis, donc, je ne mettrais pas ça comme d'autres histoires que j'ai déjà, effectivement, moi aussi fait la critique. Là, c'est parce que à un moment donné, il est censé être beaucoup plus puissant. Ben là, on voit l'étendue de sa puissance là, dans ce numéro. Ouais. Et puis, j'aime bien le personnage de Sin, tu vois, parce que c'est un des rares personnages, on le verra dans tout le tome, qui est un petit peu développé avec son background, tu vois, l'histoire de son père. On sait que il connaît Padmé parce qu'il utilise Padmé, justement. Oui, un peu comme une distraction, en fait, là, pour distraire Vador, là, il va dire « Aide-moi, Padmé », un truc comme ça. C'est ça. Donc ça, c'était pas mal. Et justement, la faiblesse de Sin, c'est justement les liens familiaux. Et justement, à toute fin, peut-être dans cette page-là, je ne sais plus, ou peut-être celle d'après, il va sortir I am no one's son. Et c'est vrai que il a jamais eu de père, quoi, Anakin. Et c'est vrai que lui, il n'a pas cette faiblesse-là, tu sais, d'être attaché à son père, quoi. Et son I am no one's son, voilà, que tu montres là, à l'image, je trouve ça génial comme dernière phrase, avant d'achever cruellement ce pauvre Sin. Comme Jésus-Christ, mais d'une autre façon. Ouais. Et oui. Excellent. Écoute, on passe à la deuxième petite histoire. Là, comme vous aurez compris, ça, c'était la plus longue. Donc, les autres, ça va être encore plus court. Mais dès la deuxième, on tombe avec probablement l'artiste préféré à Jean, tout azimut, là, toute catégorie confondue. Donc, avec Peach Momoko. Fait que ça raconte, qui est à la fois au dessin et au scénario. Donc, ça raconte quoi, cette histoire-là, Jean? Alors déjà, c'est en numéro muet, donc pratique pour elle, vu qu'il n'y a pas un seul but de dialogue. Peach Momoko, c'est elle qui a fait des innombrables couvertures, variant cover sur Star Wars, mais pas que. En ce moment, elle est sur Ultimate X-Men, qui est excellent. Ultimate X-Men, la reprise de l'univers Ultimate, j'adore. Il n'y a que 2 numéros de sortie pour l'instant, et j'adore. Donc le résumé, ça va être très simple. On va vivre les rêves d'une fille qui nous est inconnue, mais qui apparemment a croisé le chemin de Vador dans sa vie parce que elle est encore traumatisée dans ses rêves, en fait. Et voilà. Oui, exact. Ça se résume aussi simplement que ça, c'est vrai. Évidemment, vous aurez compris que ça se lit très vite dans le sens qu'il n'y a pas de dialogue, mais il faut prendre le temps justement d'apprécier le travail graphique. Je pense que moi, je ne suis pas un fan fini comme toi non plus de l'artiste, mais je comprends qu'on reste dans son style habituel. Voilà, il faut apprécier. Peut-être un petit peu plus gore que ce que j'avais déjà vu. Là. Non, c'est vrai qu'elle y va un petit peu à fond, là, quand. Mais justement, alors, j'ai pas trop compris où est-ce qu'elle voulait vraiment en venir avec cette histoire. Hein, son message, je sais pas, à part le fait que, oui, c'est une fille traumatisée, quoi, par Vador. Mais le coup des yeux, tu vois, alors, c'est marrant parce que le rouge arrive via les yeux, dans les veines des yeux de la fille, en fait, c'est assez spécial, c'est assez trash. Et les yeux, voilà, ils ont un rôle, tellement prépondérant dans cette histoire, on voit que, t'as les yeux qui sont en train de sortir de leur orbite quand elle se fait cramer, entre guillemets, par le sable de Vador. Et puis, t'as l'espèce de TIE Fighter en œil, là, qui l'observe dans ce sommeil. C'est vraiment glauque et affreux, et j'ai trouvé ça très psychédélique, mais si on accroche à l'art, exact, c'est ça. Puis souvent, c'est des planches totales. Hein. De temps à autre, il y a des cases, là, comme on voit à l'écran, mais souvent, il y en a pas. C'est vraiment des planches pleines. Donc, pour quelqu'un comme moi qui aime convertir ça en affiche, là, c'est vraiment... puis quand je disais, c'est un peu comme aller dans une galerie d'art. Vraiment, là... fait que c'est vraiment le numéro le plus, sans aucun doute, le plus artistique. Les autres, il y a quand même des très belles choses, mais évidemment, c'est au travail aussi de dialogue et des choses comme ça, là, d'une histoire qui suit un petit peu plus. Tandis que là, on est vraiment, je trouve, là... Mais évidemment, c'est ça. Je pourrais comprendre qu'il y a des gens
soit perdu un petit peu, ou c'est ça. complètement. Mais c'est ça, il faut l'acheter et le lire en sachant à quoi vous attendre. Mhm. Puis vous allez beaucoup plus l'apprécier. Et toi, enfin, je me demandais justement, je m'attendais à ce que tu sois un petit peu dubitatif avec ce numéro, vu Ben, que tu n'as pas l'affect avec le. j'ai pas. Écoute, il y a peut-être un message. C'est ça, peut-être que pour un spécialiste de son œuvre, de son art, on me dirait, ben, t'as pas compris le message. Non, effectivement, je n'ai Ah pas non. compris de message. Et puis là, comme toi, tu es un spécialiste de son art et que tu n'as pas l'air d'en Ouais. avoir trouvé non plus, pour Non, moi, non. c'est vraiment juste ça, effectivement. La peur que Vador, comment dire, C'est un laisse. Stig. Ouais. Ouais, c'est ça, là, laisse dans son passage là, à la moindre personne qu'il croise. Mais tu sais, ça, par contre, c'est quelque chose qui revient de temps à autre. C'était justement dans le fameux Sombre Vision, c'était exactement ça. Là. C'était la terreur que Vador laisse, pas tous les numéros, là, mais certains. Parce qu'il y en a même un que Vador t'es vu comme d'ailleurs celui qu'on voit là, avec le bouclier. Puis C'était Vador trop t'es bien. vu comme un héros parce qu'il Ouais. se retrouvait à combattre des pirates là, sur une Ah, planète. ouais. C'était génial. Mais souvent, c'est ça, on est plus dans la peur que Vador instille, là, entre autres, au sein de ses officiers. Là, dans la machine. Ils sont tous choc post-traumatique de travailler avec Vador. Là, fait que voilà. C'est ça. Excellent. Si on passe au troisième, Jean. Alors, le troisième, donc scénario de Torunn Grønbekk. Elle n'est pas très connue, hein, elle a fait quelques Carnage, Thor, un peu de Marvel, du Red Sonja aussi. Et les dessins de Klaus Jansson. Alors, Klaus Jansson, par contre, lui, c'est un papy du comics. Il a commencé sa carrière dans les années 70 et il a fait énormément de trucs. Ça c'est hallucinant ce qu'il a fait. Et moi, ce que je retiens, c'est son Dark Knight 3. C'est que ça s'appelait The Master Race, voilà, avec Frank Miller. Donc voilà, très connu Dark Knight Returns. Un bon TV. Ouais, non, mais le gars, voilà, quoi, respect. Et donc là, le résumé, ça va être très simple. On va suivre un petit groupe de rebelles qui s'apprêtent à saboter une base impériale. Et Vador va s'interposer et tous les massacrer. Voilà, moi, celui-là, c'est celui qui m'a je me souviens, m'a fait la réflexion en le relisant. Ça fait penser comic strip là, dans les journaux. Donc, pour les vieux comme toi et moi, là, on avait les journaux et il y avait des BD dedans. Donc, c'est un petit côté ça. Autant le style de dessin que par exemple, le découpage des cases puis tout ça. Là, fait que c'est pour ça que je n'étais pas surpris que tu dises que c'est un artiste c'est ça qui a du vécu, on va dire. Parce que c'est pas un style très moderne. On va le dire comme ça. Même au niveau de la colorisation, hein, vous remarquerez, là, par exemple, les teintes sont faites avec du pointillé. Là, donc, des techniques classiques là, qui font vieillot un peu. C'est ça, ouais, t'as noté. Ouais. Bon, là, on ne le voit pas dans les pages que l'on a sélectionnées, mais là, genre la première page de l'histoire, ouais, t'as ce décor avec plein de points comme dans les vieux comics. C'est rigolo. Et est-ce que tu as apprécié cette histoire niveau scénario? Ben oui, autant qu'on peut l'apprécier dans le sens que c'est une mini-histoire qui se passe pratiquement rien. Effectivement, les rebelles qui attaquent une base et puis ça donne que Vador était là par hasard et puis bon, j'ai trouvé ça la bonne journée pour attaquer. Mais j'ai trouvé ça intéressant qu'en fait, il y a tout un background avec pas mal de bulles, il y a pas mal de dialogues et tout, qui développe vachement les personnages. Ouais, puis là, tout à coup, boum! Voilà, et pour qu'à la fin, voilà, Vador n'apparaisse que vraiment sur les 2-3 pages, les dernières pages de l'histoire, et voilà. Donc, mais après, j'ai voilà. Le rouge, par contre, niveau dessin, donc j'aime beaucoup ce côté vintage, mais je trouve que le rouge apporte pas grand-chose là, à l'histoire. Là, c'est vraiment des plages. C'est dans des fonds, des choses comme ça. Ouais. Voilà. S'il y a la carte magnétique là, qui est le MacGuffin, j'aime bien parce qu'il y a le point rouge bien vif, tu vois. Tu te dis, ça, c'est ce qu'il faut qu'ils obtiennent. Mais à part ça, non, le rouge sert un peu à rien dans cette histoire. Non, effectivement. Excellent. Quatrième, alors, scénario de David Pepose et des scènes de Alessandro Vitti. Alors ça, c'est un duo d'artistes que je ne connaissais pas du tout. Alors ils ont fait pareil, DC, Marvel, indépendant, tout ce que vous voulez, mais rien de très connu. Le résumé, donc Vador et ses troopers vont investiguer un vaisseau semblant abandonné, mais en fait grouillant de créatures meurtrières. Donc un peu du Alien dans notre Star Wars. Voilà. Ben, quand je disais tout à l'heure qu'il y en avait des plus gore un peu, là, ou des plus... moi, j'ai trouvé que graphiquement, c'était très, très cool. C'est quelque chose qu'on a très peu dans Star Wars, très, très, très rarement. Ceux qui nous écoutent à l'écran là, peuvent voir en ce moment. C'est un bon exemple. Là. Quelque chose qu'on a peu dans Star Wars. Mais imagine, c'est encore une fois Loïc, je pense que je vais citer pour la deuxième fois, ce soir, qui nous dit souvent, là, j'arrive pas à me le figurer à l'écran, ou j'aimerais ça voir ça à l'écran. Ben, imaginez ce qu'on voit là en ce moment, la planche qu'on voit au grand écran dans du Star Wars, ce serait quand même très cool.
C'est très cool, ouais, c'est peu probable hein, quand même. Mais un crossover Alien Star Wars, mais ça fait très très Alien l'influence et même pas. Enfin, Ouais, ouais. c'est vraiment là c'est vraiment la reine alien avec ces espèces de toiles qui va féconder les otages entre guillemets. Très cool de voir. Moi j'ai bien aimé le fait de voir Vador sans casque en action. Ouais, Donc ouais. il perd son casque pendant la bataille et donc on le voit en action. Donc voilà. Et par contre, alors là, j'ai beaucoup aimé l'utilisation du rouge, justement, réservé au sang et aux monstres et bon, au sabre de Vador, effectivement. Donc là, le rouge apporte vraiment quelque chose, je trouve. Ouais, Et, ouais, ben évidemment, ça rend l'ambiance d'autant plus inquiétante. Là, ouais, ouais. très glauque et tout. Et niveau scénario, moi, je trouve que j'ai aimé. Bah, on le verra par la suite, mais il y a plein de petites histoires où tu as un petit twist final assez intéressant. Et là, je trouvais ça plutôt cool parce qu'en fait, voilà, il est à la recherche de la scientifique en chef qui s'avère être justement la reine des aliens, on va dire, qui c'est comment tu dis je sais plus comment là les mots m'échappent. Qui s'est inoculé, voilà. Inoculé, Voilà, inoculé. comme ça. Inoculer le produit, voilà, ou l'espèce de produit sur lequel elle travaillait, et qui l'a transformé en reine. Et en fait, voilà, il s'avère que la reine alien qui discute avec Vador à la fin est la chef scientifique qui cherchait. Donc voilà, petit twist sympathique. Tu vois, un duo d'auteurs inconnus, mais pourtant l'histoire elle m'a bien accroché. Côté monstre, moi j'adore Alien, je suis fan de la saga Alien. J'adorais. Il y a une petite ref à. Je sais pas si tu as vu la ref à Tag Corporation au début, donc c'est cool. Ah, j'avais pas pensé, oui, c'est vrai. Voilà. Et dans le fond, encore une fois, c'est un autre exemple où est-ce qu'on est dans une mini-histoire. Hein, c'est très, très court. Puis peut-être des gens pourraient se dire que je manque de cohérence dans le sens où j'ai souvent dénoncé les anthologies de one-shot ou des choses comme ça. Mais là, vraiment, quand on sait pourquoi on paie, puis c'est ça le but, c'est des mini-histoires, puis on est là pour apprécier vraiment plus au niveau graphique. Ben c'est ça, là, ça me dérange pas du tout là, que ce soit vraiment des mini-histoires, que le but, ce n'est pas de faire avancer une grande intrigue ou l'histoire galactique ou quoi que ce soit du genre. Fait que c'est ça, moi, dans un cas comme celui-ci, ça me dérange pas du tout. Ben, Et dans le cas de celui-là, effectivement, j'ai beaucoup apprécié. Puis tu as raison de mentionner, beaucoup des histoires ont un petit revirement de situation à la fin. Hein. ouais, ça c'est sympa. Ouais. Fait que c'est le cas encore ici. Et tu penses, Parce que tu dis j'ai que oublié de te demander tout à l'heure. Je voulais te le demander, mais j'ai cru comprendre que le TPB américain n'était pas au format habituel. Ah oui, ben, je voulais en parler justement, ben, un petit peu en conclusion, mais vas-y, ouais, si on peut en parler maintenant. Ben, en fait, c'est ça, c'est que je me demande, mais d'après ce que j'ai vu, parce que le site de Panini a l'air encore en panne, là, je le dis à la blague, dans le sens, c'est pas le site, là, mais c'est l'actualisation des produits Star Wars. Par exemple, tout ce qui sort cette semaine est censé sortir 3 numéros et je les trouve pas sur le site de Panini. Alors, ben, si tu veux, on va en parler maintenant du format. Mais bref, je ne sais pas si la version en France va sortir au format normal. Je crois que oui. Si je me fie à Amazon, en supposant que leurs informations sont les bonnes. Mais c'est ça, le TPB américain, si je comprends bien, est difforme. Et plus est plus gros. Ben, tu parlais justement du format BD franco-belge. Ben, en fait, voilà. Alors, je ne sais pas exactement quelle mesure est la BD européenne, mais en gros, là, le tome qui est sorti en VO, donc en janvier, c'est sous le label la Treasury Edition, l'édition Trésure, Treasury, quoi. Et ça, c'est un format. Voilà, la Treasury Edition, c'est très connu ici parce que c'est un format qui a été lancé par Marvel dans les années 70 pour son Spider-Man, si je crois bien, et qui a été repris par la suite pour plein de trucs. Et c'est marrant parce qu'on en parlait pour Peach Momoko. Et je te disais, ça serait cool que Peach Momoko ait un recueil de ses couvertures Star Wars. Et en fait, elle a déjà fait ça pour Marvel, pas pour Star Wars malheureusement, mais pour Marvel, elle a plein de travail à elle qui a été compilé en BD Treasury Edition, donc en grand format, justement pour apprécier l'art du comics. Et c'est pour ça, je pense, que ce numéro a été publié en grand format. Alors, le Treasury Edition, c'est du 10 pouces par 14, donc c'est j'ai noté 25 cm par 35,5, quoi. Donc, c'est beaucoup plus grand. Ouais, je sais pas si tu as noté, mais j'ai... Écoute, ça permet d'apprécier d'autant plus. C'est une œuvre graphique, là, donc moi, je comprends. Par contre, évidemment, dans une bibliothèque, ça peut faire très bizarre. Et souvent, le prix va avec. Hein, fait que c'est des albums plus chers. Là, un peu plus cher. D'ailleurs, on ne l'a pas mentionné, hein, mais c'est 4 issues, mais c'est des issues plus volumineux que quand c'est une série normale là, de 20 quelques pages. Là, on est plus dans le 30
pages, quelque chose comme ça. C'est vrai. Donc, il y a ça aussi. Là. Si tu veux, Parce que les gens vont peut-être se poser la question, il est plus cher aussi. On oui. le voit à l'écran, là, il est un 25 €. Là, fait que c'est ça. C'est plus cher qu'un numéro habituel de 4 numéros, là, mais c'est ça, c'est parce que plus de pages. Et pour finir sur ça, est-ce que tu as vu que j'avais mis une image dans le StreamYard là, la dernière là? Je peux la mettre? Tiens, hop. Ouais, vas-y. C'est un collectionneur qui a justement pris une photo. Donc on voit le Star Wars Dark Vador Black, White and Red sur la gauche, Ok, ouais. et donc les formats habituels donc de tout ce que tu as à côté. Là. Donc voilà, donc c'est un peu plus grand, un peu plus fin. Ouais, Alors en VO, plus format franco-belge, comme tu dis. voilà, exactement. Et en plus, nous, ce qu'on a ici en VO, c'est que généralement, on a des TPB en soft cover, quoi, si tu veux, enfin, oui, Mhm. en souple, voilà, c'est ça. Alors qu'en France, c'est souvent des hardcover, et celui-là, c'est entre les deux. J'ai vu qu'en librairie, Ok, c'était ouais. pas vraiment du soft cover, c'est pas vraiment du hardcover, c'est un peu entre les deux. C'est un format un peu bâtard, mais surtout pour ici en VO. Mm. Et alors, pour répondre aussi à ta question, moi, sur Amazon, j'ai noté du 24 cm par 33.7. Et donc ça, c'est encore plus grand que la Treasure Edition en VO. Donc ça sera un format limite plus grand que ce qu'on voit là à l'écran. Donc ouais, ça sera vraiment un grand format. Je sais Là, pas tu niveau parles pour aussi. la VF ou la VO? Ouais, la VF. Sur Oh, Amazon ok. FR, pardon. Ok, fait que ça va être un. Ok. Ouais, Fait que ça va être un ça, format, effectivement, collection. Là. voilà, un peu similaire à ce qu'on a vu sur la photo, mais Fait que limite ça un peu plus expliquerait grand. le prix plus élevé aussi. Voilà. Mais il faut savoir qu'en VO, voilà, en fin d'année, en décembre de 2024, ils sortiront le TPB en format classique de ce Vador Black, White and Red. Donc je ne sais pas si Panini a prévu plus tard de sortir une version moins chère et au format pour les collectionneurs, pour que ça rentre dans l'étagère. Parce qu'il faut se dire que ça, si tu as une étagère adaptée, ok, mais si tu es Oui, claque, il y a des endroits où ça ne marchera pas. Ça ne pourra pas être avec les autres. Ouais. et voilà, et quand on est un peu taré Ben, les écoutez, si collections. vous avez la réponse, écrivez-la dans les commentaires. Aurélien, quand tu nous écouteras, écoute, tu peux peut-être justement donner la réponse dans les commentaires. Mais ouais, des gens peuvent se dire qu'ils vont préférer avoir le format original. Ben, tu sais que Je peux Tom, comprendre. Tom, par exemple, lui, tu vois, avec la différence de couleur entre les tranches, ça le fait chier, tu vois. Ouais, juste ça, lui, ça. Ouais, c'était, là, il boudait là, Donc, à cause de ça. Là. On là, salue je Tom, dis, d'ailleurs. voilà. Donc, parce que oui, effectivement, les numéros de la Haute République, quand il y en avait des dorés, puis là, maintenant, il y a des bleus aussi. Là, Mais bon. Bon, on a trop digressé. Si je te Pardon. demandais d'y aller avec. On était rendu au numéro 5? Alors, le numéro 5, voilà. Donc, c'est l'histoire de. C'est ça, c'est Victoria Ying au scénario. Donc, elle qui est plus une scénariste d'animé, là, elle est sur Réponse, les Frozen, Moana, tout ça, Disney, quoi. Et en artiste, en dessinatrice, on a Marika Cresta. Et elle, c'est une grosse artiste très très connue dans l'industrie. Dans Star Wars, elle a fait le début de la Docteur Aphra de Alyssa Wong, donc la deuxième partie de série. Elle avait commencé, et puis elle est aussi sur quelques comics de l'autre République, phase 3 avec Cavan Scott, donc ça c'est cool, mais j'adore Marika Cresta, c'est un gros nom. Et donc le résumé, ça va être simple. Donc sur une planète de Tatooine, à la Tatooine, j'ai noté, c'est une planète désertique, on va dire. Un jeune garçon se fait bully, comment tu dis, se fait bully. Intimider, battre, menacer. Voilà, c'est ça. Par un groupe de jeunes un peu plus âgés. Et soudain, des Stormtroopers arrivent avec Vador et arrivent à dénicher des rebelles. Vador va tuer donc le bully et sa famille, ce qui plaira grandement au jeune garçon à la fin. Donc, voilà, qui assistera au meurtre. Bon, on ne sait pas si lui aussi va être post-traumatique par la suite, là, mais bon, voilà. Mais vous voyez à l'écran, là, c'est quand même très, très joli. Là, j'ai pas détesté aussi l'utilisation du rouge, là aussi, même si, encore une fois, on est moins pour exprimer l'aspect violence, gore, et tout ça, que un petit peu, là, on le voit sur la case du haut. Là. Mais c'est ça. Je trouve très joli le style de. C'est Marika, c'est ça. Marika Cresta, ouais, qui a je sais pas ce que tu en penses, mais le fait qu'elle ait travaillé sur Aphra, qui a un ton un petit peu manga, mais là, pareil, ça fait un petit peu manga avec les yeux. Ouais, un peu. Ouais. Vite fait, hein, c'est une autrice de comics hein, quand même, c'est pas du manga, mais très bien. Et comme toi, moi j'ai bien aimé le final justement où tu te dis voilà, lui ça va être un adorateur de Vador parce que il a réglé son problème, même si c'est super chiant. On pense même que Vador, là on le voit pas à l'écran, mais sur la page présente, on pense que Vador va le tuer lui aussi, là, mais il est en train de tuer tout le monde et c'est ça. Vador soudainement s'arrête. Puis c'est ça, on dirait qu'il est comme marqué par le regard de l'enfant qui voit Vador comme un sauveur. C'est ça. Fait qu'il arrête sa violence à ce moment-là. C'est ça. Et là encore, le rouge, moyennement utilisé, quoi. C'est vraiment des plages. Il n'y a pas vraiment de sens au rouge, quoi. Mais bon, c'était un bon twist, quand même.
Excellent au niveau du numéro 6. Ok, donc là c'est Daniel Warren Johnson en solo. Alors Daniel Warren Johnson, pareil, c'est un gros nom du comic. Je sais pas si tu as lu certaines de ses œuvres, mais il y a du Do a Power Bomb. Il a reçu plein de prix grâce à ça. C'est de l'indépendance. Hein. Murder Falcon, Beta Ray Bill chez Marvel, et chez DC il a fait Wonder Woman Dead Earth, pardon, qui est un excellent histoire. Que j'ai pas lu. Ah là là, mais je te conseille, les 4 là, c'est Wonder Woman en mode post-apo, c'est génial. Voilà, bon, c'est un gros nom, hein, Warren Johnson. Et là, ça va être encore plus rapide, hein, le résumé. C'est Vador va à lui seul défoncer l'armée rebelle, d'abord à bord de son célèbre TIE. Alors c'est quoi, c'est un TIE Interceptor que ça s'appelle, je sais plus. C'est son TIE, c'est son TIE Fighter, comment qu'il l'appelle déjà, en tout cas, c'est le sien, là, c'est le modèle unique là, à Vador. Ouais. C'est ça. Et ensuite, il va descendre. C'est ça. Il me semble que c'est TIE Fighter Advance qu'il l'appelle. Advance, alright. Et puis, une fois que ça c'est fait, il va descendre et à pied, il va, rien qu'en utilisant la force seulement, il va jamais dégainer son sabre du short, il va défoncer tout. Voilà, c'est l'histoire. Oh, ouais, exact. Il y a un petit côté hot, bataille de hot aussi, là, avec la base rebelle, les tourelles, les habits aussi pour le froid, là, donc les fameuses casquettes matelassées un petit peu. Là. Il y a une, je ne sais pas si je dois dire la conclusion, mais bref, avec carrément un vaisseau de transport rebelle que Vador va faire se cracher sur la base. Et moi, c'est vraiment... Là, on est dans du pur comics comme j'aime. Dans le fond, là, un peu délire c'est ça, d'extravagance ou de violence ou c'est ça. Là, fait que je trouve ça parfait pour le concept. Graphiquement, bon, je comprends, il y en a qui vont peut-être moins aimer. Au point, je pense qu'on le voyait sur la première. Regardez au niveau des mâchoires, des bouches, c'est exagéré, mais tu sais, c'est ça, il y a un petit côté là, cartoon, gore un peu. Là. Ouais. T'as aimé ce style? C'est très ouais, moi j'ai adoré. Moi, vraiment, là, moi, tu peux lui donner la série Star Wars, la série Vador, peu importe là, les principales, là, je vais être aux anges. Ah ouais, c'est pour ça. Warren Johnson, c'est quand même. Moi, je t'avoue que les dessins au premier abord peuvent rebuter, hein, le côté que tu dis déformé des mâchoires. Et il y en a plusieurs comme ça. Hein. À chaque fois, tu as des espèces de gros cris. Moi, ça me faisait penser à du fluide glacial. Tu sais, je sais pas si tu as connu ça au Québec, les espèces de vieilles BD. Je sais de quoi ça a l'air, là, mais je lisais pas. Voilà, un petit peu grave. C'est tout très grossier, quoi. Comme dessin. Mais tu sais, avec c'est ça, puis beaucoup de planches pleines aussi, là, comme on voit à l'écran, mais malgré tout, du détail. Regardez au niveau des personnages qu'on voit dans le bas de l'écran. Non, c'est ça. Moi, écoute, c'est un style. Puis évidemment, le noir, blanc et rouge, je le trouve parfait. Je serais quand même curieux de voir colorisé, qu'est-ce que ça pourrait donner. Mais ouais, je serais très, très heureux de le revoir. Après, en termes de scénario, reste à voir si ça donnerait quoi sur une histoire plus, plus construite que ça. Mais c'est ça. Pour le format court, je trouve ça impeccable. Parfait. Ouais. Ah quasiment comme toi, quoi. Je t'avoue que le niveau dessin, le dynamisme des scènes d'action, c'est hallucinant, quoi. C'est ouf. Claire. Et moi, ça m'avait pensé à, je sais pas si tu en as pensé quand tu as lu ce numéro-là, à Vador, c'est Vador Down, c'est ça? Oui, Vador abattu en français. Voilà, c'est ça. C'était un petit peu la même histoire. Hein. C'est Vador tout seul qui défouraille tout. Et ça m'a fait penser un petit peu à ça. Et Vador qui n'a pas une seule ligne de tout le one-shot. Il ne parle pas du tout. Ou peut-être une ligne à toute faire, mais voilà, c'est histoire de dire, quoi. Voilà. Mais, évidemment, c'est ça, on est dans du gros, c'est bourrin, c'est action, évidemment, faut aimer ce style-là. On est à des années-lumière de ce qu'on a présentement dans les Star Wars comics en VO, c'est le procès de Lando, et c'est du dialogue non-stop, il se passe à rien. C'est un procès en comics, ça fait que ça vous donne une idée. C'est l'opposé, total. Mais après... tu disais qu'il faudrait lui donner une régulière, mais tu vois, en one-shot, ça passe bien, ce style de dessin déformé, là, mais je ne sais pas si en ongoing, ça... C'est une bonne question. Ouais, sur du très long terme, je ne sais pas. Peut-être une mini-série.
Ouais, je serais preneur pour un 4-5 numéros, par exemple. Là, mais même encore, ça me dérangerait moins dans le sens que moi, c'est un style, par exemple, ça me fait penser à des Tank Girl que j'ai toujours adoré. Là, c'est les multiples séries qu'il y a eu là, de Tank Girl. Donc, des dessins un peu comiques, un peu, c'est ça, là, toujours exagéré. Mais ça reste à regarder les vaisseaux. On est dans du très bien dessiné. Là, tout est ultra... dans ce cas-ci, on n'a pas des fameux casques de Stormtrooper qui servent souvent de référence là, pour juger. Mais regardez les vaisseaux, là, moi, je trouve ça impeccable. Puis c'est ça, là, tous les visages, tout ça, très bien travaillé. Donc, enfin, je dirais que les artistes ont eu le temps de faire ce pourquoi ils sont payés. Donc, chapeau pour ceux-là. Très bien, très, très bien. Le suivant, donc, c'est Marc Bernardin. Au scénario, donc lui qui sera à l'œuvre pour la mini-série, qui est à l'œuvre déjà sur la mini-série Mace Windu, dessinée par le très mauvais Georges Gentil. Pam, c'est bon, c'est noté. Ouais. Mais voilà, le scénario, c'est autre chose. Et au dessin, c'est Stefano Raffaele, donc je ne connais pas, mais elle va revenir sur... Stefano. Il va revenir sur Dark Maul Black, White and Red. C'est lui qui dessinera la mini-série Dark Maul. Résumé. Vador va embaucher une pilote impériale pour une mission censée être diplomatique sur une planète quelconque. Il s'avère qu'ils vont en fait se rendre sur une base rebelle, donc Vador va tout défoncer une fois de plus. Lui, là, il est plus loquace et actif que dans l'histoire précédente quand même, tu vois. Il utilise la force, il utilise son sabre, tout ça, et pour au final, twist de fin, découvrir que la pilote est en fait une double agente rebelle infiltrée dans l'Empire. Et au final, Vador va révéler qu'il savait qui elle était devant sa propre maison. Et donc après, c'est à nous de deviner la suite et la fin de ce personnage. Voilà, parce que ça s'arrête là. Ouais, parce qu'on n'a pas la... comment dire, la sentence de Vador. Ouais. Évidemment, il y a un petit côté... je me suis dit, OK, dans la même série de 4 numéros, on a 2 fois la même conclusion, là, dans le sens que le petit twist-là de fin, on l'a déjà nommé tout à l'heure dans le numéro 3, je crois. Non, 4. Bref, mais au-delà de ça, écoute, c'est du assez classique, là, les agents doubles et les retournements de ce style-là. Côté graphique, peut-être mentionné, évidemment, c'est le jour et la nuit avec ce qu'on vient juste de mentionner, l'autre style précédent. Ouais. Là, on est dans du très précis. Ceux qui nous écoutent à l'écran, regardez la quantité de détails sur du crayon là, vraiment fin, hein, à mine très, 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 très pointu. Fait que c'est magnifique. L'utilisation aussi des contrastes là, noir-blanc puis du rouge, je trouve ça bien, mais encore une fois, là, on est plus pour mettre des ambiances, des choses comme ça que pour... c'est pas une histoire avec que ce soit du gore ou quoi que ce soit. Là. Fait que c'est plus anecdotique un petit peu là, le rouge dans ce cas-ci, mais c'est magnifique. Moi, je peux pas dire que c'est pas beau, là, c'est juste délicieux pour les yeux. Ah oui, ça promet pour Dark Maul, justement. Je sais pas si ça sera lui qui fera toute la série, mais non, c'est très réaliste. Hein. Là, c'est vraiment magnifique. Les vaisseaux sont magnifiques. Le rouge, comme tu disais, un petit peu anecdotique. Et l'histoire avec son twist, écoute, c'était pas mal. Hein. Ça démontre encore une fois que Vador est tout puissant quand même. Hein. Et voilà, ça te laisse deviner. Enfin, j'adore quand les fins comme ça s'arrêtent et c'est à toi de te faire ta propre fin. Moi, j'adore ça. Donc, très très bonne histoire aussi. Ouais. Excellent. En 8 En 8, donc on a Steve Orlando au scénario, donc lui pareil, il a fait plein de trucs chez DC, Marvel, en ND, tout ça. Il y en a Paul Davidson, qui lui est un spécialiste de 2000 AD, et donc les Judge Dredd et compagnie. Là. Donc ça c'est pas mal. Donc le résumé, dans sa cuve de Bacta, Vador va expériencer une hallucination qui va le faire combattre des gros monstres. Il va se faire défoncer d'abord par le monstre, le chef des monstres, quoi. Mais au final, prendre le dessus. Et twist final, en fait, on apprend qu'en fait, Vador était contaminé par une maladie et qu'il était en fait en convalescence dans le Bacta et que son combat contre le monstre était une sorte de métaphore du combat contre lui et sa maladie, machin. Sauf que la maladie était bien réelle et que le pathogène l'était aussi. Donc, une histoire comme ça un petit peu psychédélique. Ouais, c'est ça, parce que tout le long, on se dit, on est dans un rêve ou quelque chose comme ça, ou tu sais que, c'est Star Wars, ça peut être une planète, là, à la limite, là, mais finalement, non, c'est Vador dans son esprit, on va dire, qui combat un virus qui est malade. Donc, nous-mêmes, quand on a des gros rhumes, là, des grippes d'hommes, là, comme on dit au Québec, c'est ça, là, on peut halluciner des choses ou dans notre sommeil, là, faire des rêves très, très étranges. C'est un peu ça, mais là, de ce qu'on voit à l'écran, justement, ça se conclut que grâce à la force, il va carrément expurger
une bactérie là, qui était en lui je pense que c'est par son œil ou quelque chose comme ça. Il va vraiment venir l'expulser puis l'exterminer. Donc, quand on dit Vador tout-puissant, là, même la maladie ne peut pas l'atteindre. C'est ça. Et même sans armure, on le voit sur la planche que tu as affichée, c'est qu'il est dans son bacta, donc il est vraiment coupé en deux, sans bras, sans rien. Et puis, malgré ça, il va donner un coup de boule au miroir de Bacta et puis qui va expurger le virus. C'était génial. Faut faire quand même toute une histoire de Vador dans le Bacta. Ouais, mais franchement, c'est cool. Là, genre, la première image, tu le vois, enfin, c'est ça, quoi. C'est super bien dessiné, en plus noir et blanc. La deuxième page, on va dire, où tu le vois complètement mutilé dans son Bacta. C'est pas une image qu'on voit très souvent, que ce soit en film ou quoi. Et là, ça choque, tu vois, en noir et blanc. En plus, c'est magnifique. Et là, tu montres aussi la première page, donc c'est Vador sous la pluie, noir et blanc. J'adore Vador sous la pluie. C'est pas la première fois qu'on le voit sous la pluie, mais à chaque fois, c'est magnifique, quoi, avec le sabre. En fait, c'est comment dire, ce qui est stupéfiant, en fait, c'est l'effet en noir et blanc. Donc, on n'a même pas de couleur, là. Fait que c'est vraiment, là, c'est là que tu vois le talent du dessinateur, en tout cas, je trouve. Complètement. Très, très bon. Et justement, son monstre, moi, ça fait vraiment penser, justement, les trucs un peu petit peu glauques de 2000 AD sur cette gamme de comics que peut proposer, quoi. C'est vraiment cool. Le rouge très bien utilisé, par contre, là j'ai trouvé. C'est pas juste anecdotique ou juste des plages. Là, tu as les yeux de Vador. Alors, les yeux de Vador, les vrais yeux quand il est dans son Bacta, mais aussi les yeux dans son casque, qui est un petit peu une espèce de reflet rouge. Et évidemment, alors toutes les phases avec le monstre, là, quand Vador sort des flammes, là, quand ils ne font plus qu'un, je trouve ça magnifiquement dessiné. Le rouge sublime le tout. C'est magnifique. Le sang. Parce qu'encore une fois, il y a un petit revirement de fin. On pense vraiment, c'est comme si le virus gagnait sa bataille sur Vador. Mais là, finalement, à la fin, Vador va comme sortir d'un mur de sang, quelque chose comme ça. Fait que bref, allez lire ça, c'est quand même... encore une fois, c'est pour le visuel, là, parce que je vous comprendrai que c'est pas ça qui vous explique je sais pas, là, les plans de Palpatine à long terme ou un truc comme ça. On n'est pas là-dedans. Mais c'est original, en tout cas. C'est très original d'avoir du Vador dans sa cuve, quoi. C'est pas commun, quoi. Exact. Et en dernier lieu, la 9e. La 9e, donc c'est Frank Thierry au scénario, donc lui pareil, DC Marvel indépendant en pagaille. Et alors, petite originalité, c'est Danny Earls qui est au dessin. Alors lui, c'est un ancien footballeur pro irlandais qui s'est reconverti dans le comics. Donc, écoute. C'est pas commun, ça. Donc voilà, résumé, donc c'est Vador qui retourne sur Hoth, après, donc, on imagine l'Empire contre-attaque, sur la base Echo, d'ailleurs, qui a été abandonné et repris par la neige, tout ça, quoi. Un troupeau de Vampa va l'attaquer, va neutraliser sa plaque qui va l'empêcher de bien respirer, et même détruire son taille Advanced. Il va ensuite se réfugier dans une carcasse d'AT-AT, buter tous les Wampa, puis se faire récupérer en plutôt mauvais état par un général impérial un peu trop bavard que Vador va buter à la toute fin. C'est ça, l'amiral ou le général va faire l'erreur de lui dire « Je vous avais prévenu, c'était dangereux. » Vador va l'exécuter sur le champ. Ah ouais, c'était drôle. Écoute, moi, ça m'a fait penser aux fameuses scènes supprimées de l'Empire contre-attaque, là, que les connaisseurs connaissent, mais que les gens, beaucoup de gens n'ont jamais vu, là, mais où est-ce que tu avais plusieurs, justement, Wampa, là, qui attaquaient à l'intérieur de la base, là, tu sais. OK. Fait que, écoute, je vois que tu n'as peut-être pas jamais vu ça. Fait que, bref, les scènes supprimées de l'époque de l'Empire contre-attaque, et c'est d'ailleurs, on revoit, il y avait des références à ça, quand les rebelles fuient, dans le fond, Anne, Leia, tout ça, là, c'est ça, il y a une porte là, où est-ce qu'il y a un autocollant qui dit danger, Wampa, blablabla, là, un autocollant jaune. Fait que, bref, c'est ça. Mais dans les scènes supprimées, il y avait toute une. C'est ça, là, autrement dit, il y avait, tu sais, à force de creuser des tunnels, dans la glace, les rebelles étaient tombés sur une galerie qui menait à un nid de Wampa ou un truc comme ça. Je ne sais pas comment il faut appeler ça. Une tanière. Fait que c'est ça, là, il y avait une fameuse porte condamnée. Et dans la scène où il fuit vers le faucon, là, Anne, Leia, Chewbacca et C3PO, y a-tu R2D2? Non, R2 est avec Luke. Mais bref, c'est ça, il passe devant cette fameuse porte-là qui a encore l'autocollant. Là, et après ça, quand les Stormtroopers vont envahir la base, ça c'est encore dans la scène supprimée, ils vont ouvrir cette fameuse porte-là, il va tout de suite se faire pogner par un Wampa et vraiment là, tirer dans la grotte, là, ou bref, dans la porte. Fait que c'est ça. Ceux qui ne connaissaient pas cette fameuse scène supprimée-là, moi, évidemment, ça m'a fait penser à ça, parce que sinon,
Dans la version finale du film, il y a un Wampa et Luke lui tranche le bras. D'ailleurs, il y a une petite référence ici aussi, parce que Vador tranche le bras exactement de la même façon là, que le Wampa. C'est sympa, ça, petit clin d'œil. Ouais. C'était quand même très cool de retourner sur Hoth. On voit tous les corps encore là, en décomposition, mais bien, bien conservés à cause du froid de la planète. Donc, toutes les carcasses de vaisseaux et compagnie. Et là, le rouge, là, il est bien utilisé aussi parce que c'est juste le sabre et 2-3 détails sur sa plaque armure. Là. Mais comme tu es sur Hoth, c'est blanc. Lui, il est noir, donc c'est très, très, très blanc, et seulement Vador est noir, et des rouges de temps en temps, donc c'est super. Et c'est ce qui fait drôle. Le ciel est rouge, puis dans le fond, c'est ça qui fait drôle aussi, dans le sens que c'est une planète où est-ce qu'on l'a juste connu de jour, donc très, très blanc, et ciel bleu, ensoleillé. Donc c'est ça que ça fait quand même drôle de voir ça dans ce contexte-là. Ouais, on s'imagine la scène de nuit et tout. Non, côté graphique, c'est pas, comment dire, c'est relativement simpliste par contre. Là, c'est pas, mais très, au niveau vaisseau, armure, tout ça, c'est quand même très très bien. Là. Moi, j'ai trouvé. Oui, voilà. C'est sympa. C'est du classique comics, là. Il n'y a rien de très original, mais. Non, c'est ça. Mais j'ai bien aimé le clin d'œil de la probe droïde qu'il trouve au début, là. Oui, c'est vrai. Ouais. Puis il se réfugie dans une carcasse d'AT-AT, mais finalement, c'est ça, va s'en extirper. Fait que bref, c'est ça. C'est une petite histoire sympathique. Là. Il n'y a pas de Tauntaun. On peut dire on est déçu de ne pas avoir un troupeau de Tauntaun qui puis c'est ça, c'est des Stormtroopers envoyés à sa rescousse, où on va dire, là, qui vont le secourir, parce que Vador, justement, se fait, sans son armée, sans sa marine, se serait fait avoir par des créatures sauvages. Donc, carrément. Ouais, c'est plausible, parce qu'on sait que son armure est son seul point faible, on va dire. Ouais, on pourrait dire qu'il n'avait pas senti qu'il y en avait plusieurs. C'est un peu ça. Il se fait comme surprendre parce qu'il pense qu'il y en a juste un. Il coupe un bras, mais ça, c'en a un autre qui parle en arrière un peu, là, qui va briser son. Je sais pas comment. En tout cas, sa plaque là, ventrale, là, son panneau de commande. Là. Parce que techniquement, s'il peut plus respirer, il peut peut-être moins se concentrer sur les effets de force, machin, comme il a fait précédemment. Donc, il pourrait être pris comme ça. Moi, j'ai bien aimé aussi le fait que l'Impérial qui crève à la fin, t'as ses yeux qui sont rouges, t'imagines, de sang, vu qu'il fait force choc. Donc, c'est un petit détail à la con, mais sympathique. Excellent. Écoute, sinon, on peut peut-être regarder très rapidement. Il y avait toute une panoplie de couvertures variantes. Là. Évidemment, il y avait les 4 là, qu'on a déjà présentés, là, mais fait que là aussi, dans les noms qui défilent au bas de l'écran, on a toute la panoplie des dessinateurs des 4 couvertures. T'as mis combien de temps à écrire la bannière d'en bas? Je ne sais pas, il y en a beaucoup. Écoute, toute une liste d'auteurs, toute une liste de dessinateurs, puis toute une liste. Il y a quelques coloristes, parce que souvent, les coloristes étaient les mêmes que les dessinateurs, mais pas tout le temps. Donc, il y a quelques coloristes qui s'ajoutaient, et les dessinateurs de couverture. Fait que voilà. Si tu veux, là, j'ai la liste, et il y a quelques noms, là, franchement, il faut au moins les noter, parce que moi, je trouve, alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais de manière générale, toutes les covers, variantes covers, il y en a rarement des moches, quoi. Ils sont souvent très, très jolis. J'adore. Franchement, là, je ne sais pas si Panini aura la même idée de mettre autant de couvertures en fin de page, en fin de tome. Il faut savoir que même en VO, ils n'ont pas tout mis, tellement il y en avait. Rien que le numéro 1, en floppy, quoi, en single issue, il avait eu 14 variantes cover, rien que le numéro 1. Donc, ils n'ont pas tout mis dans ce tome-là. Bon, après, ils se sont diminués, parce qu'après, pour le numéro 2, 3, 4, il n'y avait plus que 3 ou 4 variantes cover par issue. Mais le premier, 14, c'est hallucinant, quoi. Donc, le collectionneur, ils ont dû... c'est ça. J'ai un peu de mal là, à comprendre. Quelques-unes, c'est une chose, là, mais quand on est dans des choses comme ça, là, un peu surréalistes, je me dis, c'est un peu beaucoup, effectivement. Est-ce qu'il y a vraiment un collectionneur qui les achète toutes? Ça, je me pose la question. Sûrement. En tout cas, niveau nom, là, tu as du Alex Maliv. Donc, Alex Maliv, lui, il a fait c'est un gros nom. Il a fait Lando avec Charles Soule, notamment, cette série-là. Et il a fait du Daredevil avec Brian Michael Bendis. C'est un chef-d'œuvre. Enfin, moi, j'adore le Daredevil de Bendis. Gabriel Delotto, gros nom. Jim Cheong, énorme. Carey Andrews. Alors, lui, c'est rigolo parce qu'il a fait quelques covers de Vador, mais la série canon de 2015. Donc, ils ont rappelé des anciennes sur les vieilles séries Vador, quoi. Peach Momoko, évidemment, qui en fait quelques-unes.
Takashi Okazaki, lui, c'est rigolo, c'est l'auteur des comics Vision, notamment. Ok. Donc, en noir et blanc aussi, d'ailleurs. Je ne sais pas si on chroniquera un jour celui-là, mais c'est des comics en noir et blanc et rouge aussi. Donc, voilà, mais bon, c'est pas du Vador, c'est autre chose. Felipe Macefara, donc lui, c'est rigolo parce qu'il a dessiné du Vador, mais du temps de chez Dark Horse, donc du côté légende, donc, qui a été rappelé pour une cover, donc c'est cool. Il y a du Arthur Adams, donc lui c'est très cool parce qu'il a fait du classique Star Wars The New Hope, c'est une série qui reprend un petit peu le style graphique des vieux comics des années 70, mais qui sort voilà, quoi, plus récemment, donc ça c'est sympa. Là je passe sur des plus petits noms, il y a voilà, Adam Kubert qui lui signe la 4e de couverture, donc en VO, donc je ne sais pas si en VF ce sera la même, mais c'est le fils de Joe Kubert et le frère d'Andy Kubert, donc c'est la famille Kubert, c'est une grosse famille de dessinateurs aussi. Il y a Salvador Larroca qui en signe une aussi. Declan Shalvey qui est un excellent artiste qui travaille beaucoup avec Warren Ellis. Je ne sais pas si les connaisseurs connaissent Warren Ellis, gros nom des comics. Et il y a le cover artiste de Target Vador, justement, qui s'appelle Nick Klein, qui en fait une. Il y a Tony Daniel qui lui avait fait des covers Legends aussi. Et voilà. Et il y a Kevin Eastman. Donc, je ne sais pas si toi ça t'a tilté ou quoi, mais Kevin Eastman, c'est simplement le co-créateur des Tortues Ninja. Rien que ça. Écoute, juste à voir ceux qui regardent en vidéo, là, juste à voir le style, on imagine presque Shredder à la place de Vador. On reconnaît le style. C'est vraiment du Eastman, ça se voit à milieu, c'est génial. Et c'est sa toute première et sa seule, pour l'instant, unique contribution à Star Wars, c'est ce cover-là. Donc, qui est vraiment dans le style très écoute, tu as mentionné le fameux Salvador Larroca sur lequel je crachais ma bile en début d'émission. Là. Donc, on va quand même lui donner, rendre à Larroca ce qui revient à Larroca. Quand je disais que au niveau vaisseau, armure, technologie, tout ça, c'est parfait, regardez là, le casque, l'épée, c'est ça, l'armure de Vador, c'est magnifique. Donc, comme je disais, Larroca, c'est juste quand on tombe sur des visages, puis évidemment, dans une série comme Star Wars, où bon, évidemment, il y en a beaucoup, là, mais c'est ça. Quand il est question de vaisseaux et compagnie, c'est juste magnifique. Il faudrait vraiment qu'il travaille en équipe. Quelqu'un, quand il y a des visages, c'est quelqu'un d'autre qui fasse les visages. Ça jouerait peut-être, remarque, là, mais bon, en style. C'est vrai que, mais c'est ça, il faut avouer qu'on est presque dans du 3D simulé. Là. Si c'était pas lui, justement, là, on connaît son talent pour ça, fait qu'on se doute bien que c'est pas par ordinateur, là, mais voilà, c'est juste magnifique. Et on l'a pas nommé, mais la couverture qui a été retenue à la fois par Marvel et en VO et Panini en VF, c'est Torin Clark, donc qui fait un super travail. J'aime beaucoup la cover qui a été retenue. Surtout que là, tu avais, je sais pas, il y a 50 covers au final, et bon, ils ont retenu la sienne, donc c'est cool. Par contre, lui, ce qui est cool, c'est il a été inspiré par les couvertures de Dave Dorman sur Dark Empire, donc Dark Empire, le vieux Comics Legends de Tom Veitch d'ailleurs. Tom Veitch d'ailleurs, que je le nomme ou quoi? Est-ce qu'on devrait dire qu'on est censé enregistrer un épisode sur Tom Veitch, mais qu'on n'a pas le temps? Écoute, on met ça dans les projets éventuels. En tout cas, voilà, c'est ça qui l'ont influencé dans son style, on va dire, et je trouve que Torin Clark... donc, il a fait plein de trucs chez Star Wars. Il a fait du Afra. C'est vrai que c'est très joli. Personnellement, ça n'aurait pas été mon choix pour la première, là, la couverture des TPB et de la version Panini. Personnellement, je serais plus allé, par exemple, avec le numéro 1, là, que je trouvais vraiment magnifique. Vador décasqué, donc, avec les deux lunes qui rappellent évidemment Tatooine. Tout ça. Et ça, justement, c'est Alex Maliv donc, qui a fait ce cover-là. Et si ça vous intéresse, Panini, sur leur site, donc seulement sur leur site, ils proposent une édition alternative de ce tome Black, White and Red avec ce cover-là d'Alex Maliv. Donc, allez-y. Si vous voulez l'alternative cover que tu montres. Écoute, on a amplement digressé sur les qualités graphiques de l'œuvre. Si je te demandais, Jean, quelle note tu donnerais à ce TPB, à cette... c'est une somme. Hein? Comme on disait, nécessairement, il y a des styles graphiques qui vont nous plaire plus que d'autres, etc. Mais pour la somme de l'œuvre, l'ensemble de l'œuvre, tu donnerais quelle note? Alors moi, j'ai adoré cette lecture. Comme on l'a dit, c'est pas du 100% positif. Je devais donner une petite proportion. 80% du tome m'a énormément plu. Et les 20% qui restent, j'ai pas détesté les 20% qui restaient. Tu vois. Donc techniquement, j'ai très très bonne lecture. J'ai laissé un 17 sur 20. J'aurais
pu peut-être monter un peu plus, tu vois, mais bon, à 17, c'est pas mal, tu vois, parce que ça reste quand même des histoires souvent, parfois similaires, tu vois, parfois pas très développées, évidemment, ils avaient quelques pages pour développer une histoire, mais j'adore cette proposition, j'ai hâte d'attaquer Dark Maul, le même style, quoi. Et je trouve que c'est un concept qui pourrait dériver, mais sur tous les sites, en fait. T'as Sidious, t'as Doku, même Kylo Ren. C'est tellement bien d'avoir un Kylo Ren, Black, White and Red. Donc j'espère qu'après Maul, ils continueront ce principe. Je sais que Loïc, par exemple, on n'a pas arrêté de le dire, mais il n'a pas du tout aimé cette proposition, et je le comprends totalement, et je suis sûr qu'il y aura des lecteurs qui n'accrocheront pas à ce concept. Mais... moi, je conseillerais de vous le taper au complet, les 4 numéros, parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde, et d'accepter, c'est pour ça que je donnais le petit avertissement en début d'émission, c'est que c'est une œuvre graphique. Venez pas vous attendre à des histoires intéressantes en termes de développement de contenu, ce n'est pas ça. Si vous allez d'une galerie d'art voir une exposition, c'est pas une histoire qu'on va vous raconter. Là. Bon. Je sais que des gens pourraient me dire que oui, là, mais... Oui, voilà, il y a souvent un thème, tu vois. Ben là, le thème, c'est Dark Vador, c'est 3 couleurs et des boules. Ben, moi, je n'étais pas familier, écoute, avec les... Excuse-moi, je t'ai coupé. Est-ce que tu avais fini? Non, j'avais terminé. Donc, conseiller aux curieux. Et voilà, mais c'est très, très bon, ça, ce comparatif avec une galerie d'art, c'est totalement ça. Quoi. Ouais, moi, c'est vraiment comme ça, je l'ai vu. Puis, écoute, c'est ça, j'étais pas familier avec le concept. Là, je savais que ça s'était fait avec d'autres, Logan et compagnie. Mais, écoute, agréablement surpris, mais encore une fois, là, c'est ça. La lecture du premier numéro, j'étais resté un peu dubitatif là, sur les. En plus, 3 mini-histoires dans un one-shot. Je me disais, bon, qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est vrai que t'aimes pas trop ça. Mais, finalement, comme je l'ai souvent dit, sur plusieurs des numéros, je trouve ça parfait. Pour des mini-histoires, puis le petit côté comic strip, tu sais, quand on ouvrait notre journal, on avait 3 cases de Garfield, 3 cases de Félix le Chat, etc. Là. Fait que c'est ça. C'est juste un petit gag ou juste un petit... Fait que c'est un peu comme ça que j'ai vu cette œuvre-là. Écoute, puis moi, au départ, je pensais lui mettre un 16, un 80, mais je pense que je vais même monter un 17 comme toi parce que vraiment, il y a des chefs-d'œuvre. Il y a vraiment des chefs-d'œuvre pour les yeux là-dedans. Puis considérant le type d'œuvre, ben, je suis quand même pas pour y enlever des points parce que l'histoire est pas intéressante. C'est pas ça le but de l'œuvre. Fait que voilà, écoute, un bon 17, un 85% là, pour Vador. Même si moi, j'aurais traduit le titre, là, petit, encore une fois, commentaire à Aurélien. Ouais. Mais en fait, je comprends Aurélien, hein, parce qu'en fait, ou Panini en général, parce qu'en fait, c'est comme c'est un label Black, White and Red. Et alors, d'ailleurs, j'ai fait une erreur, mais surtout Marvel, dans les autres collections, ils n'ont pas traduit. Voilà. Et mais Marvel, en fait, ils ont changé ça, c'est Black, White and Blood. Donc pour Wolverine, Carnage, tout ça. Donc c'est Black, White and Red, c'est vraiment DC. Et là, c'est rigolo que Star Wars, donc Marvel, ait pris ce label un petit peu plus DC que Marvel, mais bon, le concept reste le même. Mais vu qu'il n'est jamais traduit. Non, effectivement, ça s'explique. Ouais, c'est tout à fait compréhensible. Fait que c'est ça. Là, je comprends que peut-être légèrement plus cher, mais si le format est plus grand en plus, c'est d'autant plus. De la même façon où je comprends que dans une bibliothèque avec les autres BD, ça va peut-être mal s'intégrer, mais ça peut aller avec des BD d'autres formats, parce qu'on en avait chez Dark Horse, entre autres. Pas Dark Horse, pardon. Voyons, l'autre éditeur que Panini, qui avait la franchise avant. Delcourt, chez Delcourt. Voilà. Delcourt, oui. Et vous avez sûrement des beaux livres, des guides visuels de films, des choses comme ça. Fait que vous mettrez ça avec ça dans votre bibliothèque. Très content d'apprendre que c'est un format plus grand aussi là, pour la VF. Donc, jetez-vous là-dessus pour le Puis c'est ça, si vous vous êtes arrêté au premier, par exemple, ou c'est ça, prenez le temps de le relire en vous disant, c'est comme si j'allais, si je regardais, par exemple, les fameux, les Art of, là, les livres que Lucasfilm, moi j'en achète de temps à autre, là, je les ai pas tous, mais c'est ça, les Art of pour les films, où là, il y a eu Galaxy's Edge aussi, Mandalorian, tout ça, là. La Haute République aussi, hein, je pense qu'il y en a Haute République, les jeux vidéo, il y a quasiment tout qui sort. C'est ça. Fait que, on me fera pas en plus, c'est ça, je ne pourrais pas croire qu'au nombre de dessinateurs que vous détestiez tous les styles qu'il y a présents ici. Là. Je peux pas croire. Là. C'est très varié. C'est bon. Fait que voilà. À conseiller, écoute, c'est moins amusant comme émission que quand on a des avis complètement diamétralement opposés, mais bon. Par contre, on connaissait pas, enfin bon,
tu te doutais un petit peu de mon avis, mais moi je savais pas du tout si tu allais apprécier ou pas. Hein. Tu vois, c'était à double tranchant le truc. Est-ce que tu aurais été plus Loïc au final, non. Bon. Ouais, ben en fait, j'étais même pas sûr, toi non plus, là, si t'allais avoir un très bon avis, dans le sens, s'il y avait Peach Momoko, ça, je savais que t'allais adorer, mais je me demandais si t'allais aimer ou, tu sais, ne serait-ce que la structure aussi, le fait d'avoir 3 mini-histoires, là, que c'est encore plus des mini-histoires que quand c'était Sombre Vision. Pour donner une idée de comparatif, j'avais donné, je crois que c'était un 14 à Sombre Vision. Fait que c'est ça, c'est vraiment supérieur, je trouve. Puis c'est ça, là, tout est vraiment concentré sur l'aspect graphique, puis des propositions intéressantes de chacun. Puis j'étais pas le plus grand fan non plus, par exemple, de Vision. Tu sais, les séries animées, là, ben franchement, je m'étais même tanné, là, puis je les avais écoutées un peu forcées. Mais parce que c'est ça, je suis pas non plus un fan d'animé japonais ou quoi que ce soit. Mais c'est ça, là. Il y a tellement, puis côté peut-être plus violent que dans d'autres comics qu'on a habituellement. Fait que, mais comme c'est très très court, c'est pas grave, on passe par-dessus, puis tu sais, fait que, je sais pas s'il y a un avertissement là, dans le monde des comics, s'il y a un âge recommandé. Il faudrait. Est-ce que tu avais lu, toi, Sin City à l'époque, par exemple? Non, évidemment, je connais très bien de quoi on parle, là, mais non, vous avez pas. Ça pourrait te plaire aussi, parce que justement, le fait que ce soit noir et blanc, et rouge. Ouais, même style un peu. Jaune. Ouais. Fait que voilà, écoute, c'est sur ces très bonnes notes identiques, donc du 85%, là, qu'on va conclure l'émission. On peut peut-être mentionner, encore une fois, comme je disais, c'est un peu le bordel en mai de la quantité d'émissions qui vont sortir. Mais si on se limitait aux littératures, qu'est-ce qui s'en vient pour les prochaines émissions, Jean? Alors, en roman, nous avons nos critiques sur le roman qui est sorti dernièrement, The Living Force, en compagnie de Juliane, qui nous rejoindra pour cette critique-là. Oui, de John Jackson Miller, hein, donc un retour chez Star Wars, et ça fait quand même une pause dans la Haute République aussi, hein, ça nous fait une histoire, plus vraiment centrée sur le conseil Jedi de la trilogie, fait que ceux qui s'ennuyaient de cette période-là, de cette dynamique-là, ben vous allez être servis. Mais là, on est dans l'anniversaire de l'épisode 1, donc la prélogie qui revient, mais on célèbre aussi, on célébrera en comics l'épisode 6, donc là c'est un tome qui sort cette année, mais qui est sorti l'année dernière en VO, pour les 40 ans du Retour du Jedi. Il y a un comics de one-shot, de 6 one-shot qui est sorti, et que Panini va publier on va publier quand on sera publié en début mai, donc on critiquera ça aussi très bientôt. Ouais, peut-être donner tout de suite un mini spoiler sur cet album-là. Ne vous laissez pas, avoir par la couverture qui pourrait vous faire croire à une adaptation du film. Encore une fois, là, c'est pas du tout ça, c'est toutes des one-shots. Il y en a combien en genre? Je pense qu'il y en a 8. 6. 6? Mais bref, un sur les Ewoks, un sur... il y en a un, c'est sur Lando, si je me souviens. Jabba, Ewok, Lando, Rébellion, Empire et Max Rebo. Oui, sur Max Rebo, le préféré de notre ancien collaborateur Fabien, qu'on salue. Donc, écoute, c'est ça, laissez-vous pas avoir, parce que moi, quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, OK, c'est une réédition de l'adaptation de je sais plus quelle année, en tout cas, ça il y a comme rien qui nous indique que c'est une collection là, de one-shot. Fait que voilà, ça sera notre prochain épisode de comics. Donc, écoutez, comme toujours, donnez-nous vos commentaires, revenez-nous après l'écoute, après votre lecture. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Votre numéro préféré, d'ailleurs, c'était lequel? Quel style graphique que vous avez préféré là-dedans? Et est-ce que vous considérez, vous aussi, que ça vaut la dépense pour avoir cette œuvre d'art en votre possession ou pas? Donc, évidemment, là, Facebook, Twitter, Instagram, tout ça, mais le summum pour venir discuter de tout ça avec nous, c'est sur le Discord. Donc, on vous invite à rejoindre le Discord si ce n'est déjà fait. Pas besoin d'être un gamer invétéré. Là. Je sais que Discord, il y en a qui associent encore ça très aux jeux vidéo. Là. Ce n'est pas nécessairement le cas. Et voilà. Écoute, tout ce qu'il me reste à dire, c'est que de la part de toute l'équipe, merci Jean d'avoir été là. Donc, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Et que la force soit avec vous. Ciao tout le monde. Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint Inbox, Planète Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.